Chapitre 11. Elle demeura 3 mois dans sa chambre, devenue si faible et si pâle qu'on la croyait et qu'on la disait perdue. Puis peu à peu, elle se ranima. Petit Père et Tante Lison ne la quittaient plus, installés tous deux au peuple. Elle avait gardé de cette secousse une sorte de maladie nerveuse. Le moindre bruit la faisait défaillir et elle tombait en de longues syncopes provoquées par les causes les plus insignifiantes. Jamais elle n'avait demandé de détails sur la mort de Julien. Que lui importait? N'en savait-elle pas assez? Tout le monde croyait à un accident, mais elle ne s'y trompait pas. Et elle gardait en son cœur ce secret qui la torturait. La connaissance de l'adultère et la vision de cette brusque et terrible visite du comte le jour de la catastrophe. Voilà que maintenant son âme était pénétrée par des souvenirs attendris, doux et mélancoliques, des courtes joies d'amour que lui avait autrefois données son mari. Elle tressaillait à tout moment à des réveils inattendus de sa mémoire, et elle le revoyait tel qu'il avait été en ses jours de fiançailles, et tel aussi qu'elle l'avait chéri en ses seules heures de passion éclose sous le grand soleil de la Corse. Tous les défauts diminuaient, toutes les duretés disparaissaient, les infidélités elles-mêmes s'atténuaient maintenant dans l'éloignement grandissant du tombeau fermé. Et Jeanne, envahie par une sorte de vague gratitude posthume pour cet homme qui l'avait tenue en ses bras, pardonnait les souffrances passées pour ne songer qu'aux moments heureux. Puis le temps marchant toujours, et les mois tombant sur les mois, poudrèrent d'oubli, comme d'une poussière accumulée, toutes ses réminiscences et ses douleurs. Et elle se donna tout entière à son fils. Il devint l'idole, l'unique pensée des 3 êtres réunis autour de lui, et il régnait en despote. Une sorte de jalousie se déclara même entre ces 3 esclaves qu'il avait, Jeanne regardant nerveusement les grands baisers donnés au baron après les séances de cheval sur un genou. Et Tante Lison, négligée par lui, comme elle avait toujours été par tout le monde, traitée parfois en bonne par ce maître qui ne parlait guère encore, s'en allait pleurer dans sa chambre en comparant les insignifiantes caresses mendiées par elle et obtenues à peine aux étreintes qu'il gardait pour sa mère et pour son grand-père. 2 années tranquilles, sans aucun événement, passèrent dans la préoccupation incessante de l'enfant. Au commencement du 3e hiver, on décida qu'on irait habiter à Rouen jusqu'au printemps. Et toute la famille émigra. Mais, en arrivant dans l'ancienne maison abandonnée et humide, Paul eut une bronchite si grave qu'on craignit une pleurésie. Et les 3 parents éperdus déclarèrent qu'il ne pouvait se passer de l'air des peuples. On l'y ramena dès qu'il fut guéri. Alors commença une série d'années monotones et douces. Toujours ensemble autour du petit, tantôt dans sa chambre, tantôt dans le grand salon, bientôt dans le jardin, il s'extasiait sur ses bégaiements, sur ses expressions drôles, sur ses gestes. Sa mère l'appelait Paulet par câlinerie, il ne pouvait articuler ce mot et le prononcer poulet, ce qui éveillait des rires interminables. Le surnom de poulet lui resta, on ne le désignait plus autrement. Comme il grandissait vite, une des passionnantes occupations des 3 parents que le baron appelait ses 3 mères était de mesurer sa taille. On avait tracé sur le lambris contre la porte du salon une série de petits traits au canif indiquant, de mois en mois, les progrès de sa croissance. Cette échelle, baptisée « échelle de poulet », tenait une place considérable dans l'existence de tout le monde. Puis un nouvel individu vint jouer un rôle important dans la famille, le chien Massacre, négligé par Jeanne, préoccupée uniquement de son fils. Nourri par Ludivine et logé dans un vieux baril devant l'écurie, il vivait solitaire toujours à la chaîne. Paul un matin le remarqua et se mit à crier pour aller l'embrasser. On l'y conduisit avec des craintes infinies. Le chien fit fête à l'enfant, qui beugla quand on voulut les séparer. Alors Massacre fut lâché et installé dans la maison. Il devint inséparable de Paul, l'ami de tous les instants. Ils se roulaient ensemble, dormaient côte à côte sur le tapis. Puis bientôt, Massacre coucha dans le lit de son camarade, qui ne consentait plus à le quitter. Jeanne se désolait parfois, à cause des puces, et Tante Lison en voulait au chien de prendre une si grosse part de l'affection du petit, de l'affection volée par cette bête, lui semblait-il, de l'affection qu'elle aurait tant désirée. De rares visites étaient échangées avec les Briseville et les Coutelier. Le maire et le médecin troublaient seuls régulièrement la solitude du vieux château. Jeanne, depuis le meurtre de la chienne et les soupçons que lui avait inspirés le prêtre lors de la mort horrible de la comtesse et de Julien, n'entrait plus à l'église, irritée contre le Dieu qui pouvait avoir de pareils ministres. L'abbé Tolbiac, de temps à autre, anathématisait en des allusions directes le château hanté par l'esprit du mal, l'esprit d'éternelle révolte, l'esprit d'erreur et de mensonge, l'esprit d'iniquité, l'esprit de corruption et d'impureté,
Il désignait ainsi le baron. Son église d'ailleurs était détestée, et, quand il allait le long des champs où les laboureurs poussaient leurs charrues, les paysans ne s'arrêtaient pas pour lui parler, ne se détournaient point pour le saluer. Il passait en outre pour sorcier parce qu'il avait chassé le démon d'une femme possédée. Il connaissait, disait-on, des paroles mystérieuses pour écarter les sorts qui n'étaient, selon lui, que des espèces de farces de Satan. Il imposait les mains aux vaches qui donnaient du lait bleu ou qui portaient la queue en cercle, et par quelques mots inconnus, il faisait retrouver les objets perdus. Son esprit étroit et fanatique s'adonnait avec passion à l'étude des livres religieux contenant l'histoire des apparitions du diable sur la terre, les diverses manifestations de son pouvoir, ses influences occultes et variées, toutes les ressources qu'il avait, et les tours ordinaires de ses ruses. Et comme il se croyait appelé particulièrement à combattre cette puissance mystérieuse et fatale, il avait appris toutes les formules d'exorcisme indiquées dans les manuels ecclésiastiques. Il croyait sans cesse sentir errer dans l'ombre le malin esprit, et la phrase latine revenait à tout moment sur ses lèvres. Sicut Leorugiens, circuit quarons quem devoret. Alors une crainte se répandit, une terreur de sa force cachée. Ses confrères eux-mêmes, prêtres ignorants des campagnes, pour qui Belzébuth est article de foi, qui, troublés par les prescriptions minutieuses des rites en cas de manifestation de cette puissance du mal, en arrivent à confondre la religion avec la magie, considéraient l'abbé Tolbiac comme un peu sorcier, et ils le respectaient autant pour le pouvoir obscur qu'il lui supposait que pour l'inattaquable austérité de sa vie. Quand il rencontrait Jeanne, il ne la saluait pas. Cette situation inquiétait et désolait tante Lison, qui ne comprenait point, en son âme craintive de vieille fille, qu'on n'allât pas à l'église. Elle était pieuse sans doute elle se confessait et communiait, mais personne ne le savait, ne cherchait à le savoir. Quand elle se trouvait seule, toute seule, avec Paul, elle lui parlait, tout bas, du bon Dieu. Il l'écoutait à peu près quand elle lui racontait les histoires miraculeuses des premiers temps du monde. Mais, quand elle lui disait qu'il faut aimer, beaucoup, beaucoup le bon Dieu, il répondait parfois « Où qu'il est, tante ?» Alors elle montrait le ciel avec son doigt. « Là-haut, poulet. » Mais il ne faut pas le dire. Elle avait peur du baron. Mais un jour, poulet, lui dit Clara, « Le bon Dieu, il est partout, mais il n'est pas dans l'église. » Il avait parlé à son grand-père des révélations mystérieuses de tante. L'enfant prenait 10 ans. Sa mère semblait en avoir 40. Il était fort turbulent, hardi pour grimper dans les arbres, mais il ne savait pas grand-chose. Les leçons l'ennuyant, il les interrompait tout de suite. Et, toutes les fois que le baron le retenait un peu longtemps devant un livre, Jeanne aussitôt arrivait, disant « Laisse-le donc jouer maintenant. Il ne faut pas le fatiguer, il est si jeune. » Pour elle, il avait toujours 6 mois ou 1 an. C'est à peine si elle se rendait compte qu'il marchait, courait, parlait comme un petit homme. Et elle vivait dans une peur constante qu'il ne tombât, qu'il n'eût froid, qu'il n'eût chaud en s'agitant, qu'il ne mangeât trop pour son estomac ou trop peu pour sa croissance. Quand il eut 12 ans, une grosse difficulté surgit, celle de la première communion. Lise, un matin, vint trouver Jeanne et lui représenta qu'on ne pouvait laisser plus longtemps le petit sans instruction religieuse et sans remplir ses premiers devoirs. Elle argumenta de toutes les façons, invoquant 1000 raisons et, avant tout, l'opinion des gens qu'il voyait. La mère, troublée, indécise, hésitait, affirmant qu'on pouvait encore attendre. Mais 1 mois plus tard, comme elle rendait visite à la vicomtesse de Briseville, cette dame lui demanda par hasard « C'est cette année sans doute que votre Paul va faire sa première communion ?» Et Jeanne, prise au dépourvu, répondit « Oui, madame. » Ce simple mot la décida, et, sans en rien confier à son père, elle pria Lise de conduire l'enfant au catéchisme. Pendant 1 mois, tout allait bien. Mais Poulet revint un soir avec la gorge enrouée, et le lendemain, il toussait. Sa mère, affolée, l'interrogea, et elle apprit que le curé l'avait envoyé attendre la fin de la leçon à la porte de l'église, dans le courant d'air du porche, parce qu'il s'était mal tenu. Elle le garda donc chez elle, et lui fit apprendre elle-même cet alphabet de la religion. Mais l'abbé Tolbiac, malgré les supplications de Lison, refusa de l'admettre, parmi les communiants, comme étant insuffisamment instruit. Il en fut de même l'an suivant. Alors le baron, exaspéré, jura que l'enfant n'avait pas besoin de croire à cette niaiserie, à ce symbole puéril de la transsubstantiation, pour être un honnête homme. Et il fut décidé qu'il serait élevé en chrétien, mais non pas en catholique pratiquant, et qu'à sa majorité, il demeurerait libre de devenir ce qui lui plairait.
Et Jeanne, quelque temps après, ayant fait une visite au Briseville, n'en reçut point un retour. Elle s'étonna, connaissant la méticuleuse politesse de ses voisins. Mais la marquise de Coutelier lui révéla avec hauteur la raison de cette abstention. Se regardant, par la situation de son mari, et par son titre bien authentique, et par sa fortune considérable, comme une sorte de reine de la noblesse normande, la marquise gouvernait en vraie reine, parlait en liberté, se montrait gracieuse ou cassante, selon les occasions, admonestait, redressait, félicitait à tout propos. Jeanne donc s'étant présentée chez elle, cette dame, après quelques paroles glaciales, prononça d'un ton sec. La société se divise en deux classes, les gens qui croient en Dieu et ceux qui n'y croient pas. Les uns, même les plus humbles, sont nos amis, nos égaux, les autres ne sont rien pour nous. Jeanne, sentant l'attaque, répliqua. Mais ne peut-on croire à Dieu sans fréquenter les églises ? La marquise répondit. Non, madame, les fidèles vont prier Dieu dans son église, comme on va trouver les hommes en leur demeure. Jeanne blessée répondit. Dieu est partout, madame. Quant à moi qui crois, du fond du cœur, à sa bonté, je ne le sens plus présent quand certains prêtres se trouvent entre lui et moi. La marquise se leva. Le prêtre porte le drapeau de l'église, madame. Quiconque ne suit pas le drapeau est contre lui, et contre nous. Jeanne s'était levée à son tour, frémissante. Vous croyez, madame, au Dieu d'un parti ? Moi, je crois au Dieu des honnêtes gens. Elle salua et sortit. Les paysans aussi la blâmaient entre eux de n'avoir point fait faire à Poulet sa première communion. Il n'allait point aux offices, n'approchait point des sacrements, ou bien ne les recevait qu'à Pâques, selon les prescriptions formelles de l'Église. Mais pour les mioches, c'était autre chose, et tous auraient reculé devant l'audace d'élever un enfant hors de cette loi commune, parce que la religion, c'est la religion. Elle vit bien cette réprobation et s'indigna en son âme de toutes ces pactisations, de ces arrangements de conscience, de cette universelle peur de tout, de la grande lâcheté gitée au fond de tous les cœurs, et parée, quand elle se montre, de tant de masques respectables. Le baron prit la direction des études de Paul et le mit au latin. La mère n'avait plus qu'une recommandation, surtout ne le fatigue pas, et elle rôdait, inquiète, près de la chambre aux leçons, petit père lui ayant interdit l'entrée parce qu'elle interrompait à tout instant l'enseignement pour demander « Tu n'as pas froid aux pieds, Poulet ?» ou bien « Tu n'as pas mal à la tête, Poulet ?» ou bien pour arrêter le maître « Ne le fais pas t'en parler, tu vas lui fatiguer la gorge. » Dès que le petit était libre, il descendait jardiner avec mère et tante. Ils avaient maintenant un grand amour pour la culture de la terre, et tous trois plantaient des jeunes arbres au printemps, semaient des graines dont l'éclosion et la poussée les passionnaient, taillaient des arbres, coupaient des fleurs pour faire des bouquets. Le plus grand souci du jeune homme était la production des salades. Il dirigeait 4 grands carrés du potager, où il élevait avec un soin extrême laitue, romaine, chicorée, barbe de capucin, royale, toutes les espèces connues de ces feuilles comestibles. Il bêchait, arrosait, sarclait, repiquait, aidé de ses 2 mères, qu'il faisait travailler comme des femmes de journée. On les voyait pendant des heures entières, à genoux, dans les plates-bandes, maculant leurs robes et leurs mains occupées à introduire la racine des jeunes plantes en des trous qu'elles creusaient d'un seul doigt piqué d'aplomb dans la terre. Poulet devenait grand. Il atteignait 15 ans et, l'échelle du salon marquait 1,58 m, mais il restait enfant d'esprit, ignorant, niais, étouffé entre ses 2 jupes et ce vieil homme aimable qui n'était plus du siècle. Un soir, enfin le baron parla du collège, et Jeanne aussitôt se mit à sangloter. Tante Lison, effarée, se tenait dans un coin sombre. La mère répondait « Qu'a-t-il besoin de t'en savoir ? Nous en ferons un homme des champs, un gentilhomme campagnard. Il cultivera ses terres comme font beaucoup de nobles. Il vivra et vieillira heureux dans cette maison, où nous aurons vécu avant lui, où nous mourrons. Que peut-on demander de plus ?» Mais le baron hocha la tête. « Que répondras-tu s'il vient te dire, lorsqu'il aura 25 ans, « Je ne suis rien, je ne sais rien par ta faute, par la faute de ton égoïsme maternel. Je me sens incapable de travailler, de devenir quelqu'un, et pourtant, je n'étais pas fait pour la vie obscure, humble et triste à mourir, à laquelle ta tendresse imprévoyante m'a condamnée. » Elle pleurait toujours, implorant son fils. « Dis, Poulet, tu ne me reprocheras jamais de t'avoir trop aimé, n'est-ce pas ?» Et le grand enfant, surpris, promettait. « Non, maman. Tu me le jures ? » ?»« Oui, maman. Tu veux rester ici, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, maman. » Alors le baron parla ferme et haut. « Jeanne, tu n'as pas le droit de disposer de cette vie. Ce que tu fais là est lâche et presque criminel. Tu sacrifies ton enfant à ton bonheur particulier. » Elle cacha sa figure dans ses mains,
poussant des sanglots précipités, et elle balbutiait dans ses larmes. « J'ai été si malheureuse, si malheureuse. Maintenant que je suis tranquille avec lui, on me l'enlève. Qu'est-ce que je deviendrais, toute seule, à présent ?» Son père se leva, vint s'asseoir auprès d'elle, la prit dans ses bras. « Et moi, Jeanne ?» Elle le saisit brusquement par le cou, l'embrassa avec violence, puis, toute suffoquée encore, elle articula au milieu d'étranglements. « Oui, tu as raison, peut-être, petit père. J'étais folle, mais j'ai tant souffert, je veux bien qu'il aille au collège. » Et, sans trop comprendre ce qu'on allait faire de lui, Poulet, à son tour, se mit à larmoyer. Alors ses trois mères l'embrassant, le câlinant, l'encouragèrent. Et lorsqu'on monta se coucher, tous avaient le cœur serré et tous pleurèrent dans leur lit, même le baron qui s'était contenu. Il fut décidé qu'à la rentrée, on mettrait le jeune homme au collège du Havre, et il eut, pendant tout l'été, plus de gâteries que jamais. Sa mère gémissait souvent à la pensée de la séparation. Elle prépara son trousseau comme s'il allait entreprendre un voyage de 10 ans. Puis, un matin d'octobre, après une nuit sans sommeil, les deux femmes et le baron montèrent avec lui dans la calèche qui partit au trot des 2 chevaux. On avait déjà choisi, dans un autre voyage, sa place au dortoir et sa place en classe. Jeanne, aidée de tante Lison, passa tout le jour à ranger les hardes dans la petite commode. Comme le meuble ne contenait pas le quart de ce qu'on avait apporté, elle alla trouver le proviseur pour en obtenir un second. L'économe fut appelé. Il représenta que tant de linge et d'effets ne ferait que gêner sans servir jamais, et il refusa, au nom du règlement, de céder une autre commode. La mère désolée se résolut alors à louer une chambre dans un petit hôtel voisin, en recommandant l'hôtelier d'aller lui-même porter à Poulet tout ce dont il aurait besoin au premier appel de l'enfant. Puis on fit un tour sur la jetée pour regarder sortir et entrer les navires. Le triste soir tomba sur la ville qui s'illumina peu à peu. On entra dîner dans un restaurant, aucun d'eux n'avait faim. Et ils se regardaient d'un œil humide pendant que les plats défilaient devant eux et s'en retournaient presque pleins. Puis on se mit en marche lentement vers le collège. Des enfants de toutes les tailles arrivaient de tous les côtés, conduits par leurs familles ou par des domestiques. Beaucoup pleuraient, on entendait un bruit de larmes dans la grande cour à peine éclairée. Jeanne et Poulet s'étreignirent longtemps. Tante Lison restait derrière, oubliée tout à fait et la figure dans son mouchoir. Mais le baron, qui s'attendrissait, abrégea les adieux en entraînant sa fille. La calèche attendait devant la porte. Ils montèrent dedans tous trois et s'en retournèrent dans la nuit vers les peuples. Parfois, un gros sanglot passait dans l'ombre. Le lendemain, Jeanne pleura jusqu'au soir. Le jour suivant, elle fit atteler le phaéton et partit pour le Havre. Poulet semblait avoir déjà pris son parti de la séparation. Pour la première fois de sa vie, il avait des camarades, et le désir de jouer le faisait frémir sur sa chaise au parloir. Jeanne revint ainsi tous les 2 jours, et le dimanche pour les sorties. Ne sachant que faire pendant les classes, entre les récréations, elle demeurait assise au parloir, n'ayant ni la force ni le courage de s'éloigner du collège. Le proviseur la fit prier de monter chez lui et lui demanda de venir moins souvent. Elle ne tint pas compte de cette recommandation. Il la prévint alors que, si elle continuait à empêcher son fils de jouer pendant les heures des bals et de travailler en le troublant sans cesse, on se verrait forcé de lui rendre. Et le baron fut prévenu par un mot. Elle demeura donc gardée à vue au peuple comme une prisonnière. Elle attendait chaque vacances avec plus d'anxiété que son enfant, et une inquiétude incessante agitait son âme. Elle se mit à rôder par le pays, se promenant seule avec le chien Massacre pendant des jours entiers en rêvassant dans le vide. Parfois, elle restait assise durant tout un après-midi à regarder la mer du haut de la falaise. Parfois, elle descendait jusqu'à Yport à travers le bois, refaisant des promenades anciennes dont le souvenir la poursuivait. Comme c'était loin, le temps où elle parcourait ce même pays, jeune fille et grise de rêve. Chaque fois qu'elle revoyait son fils, il lui semblait qu'ils avaient été séparés pendant 10 ans. Il devenait homme de mois en mois elle devenait une vieille femme. Son père paraissait son frère, et tante Lison, qui ne vieillissait point, restée fanée dès son âge de 25 ans, avait l'air d'une sœur aînée. Poulet ne travaillait guère. Il doubla sa 4e, la 3e alla tant bien que mal. Mais il fallut recommencer la seconde. Il se trouva en rhétorique alors qu'il atteignait 20 ans. Il était devenu un grand garçon blond, avec des favoris déjà touffus et une apparence de moustache.
C'était lui maintenant qui venait au peuple chaque dimanche. Comme il prenait depuis longtemps des leçons d'équitation, il louait simplement un cheval et faisait la route en 2 heures. Dès le matin, Jeanne partait au-devant de lui avec la tante et le baron qui se courbaient peu à peu et marchaient ainsi qu'un petit vieux, les mains rejointes derrière son dos, comme pour s'empêcher de tomber sur le nez. Ils allaient tout doucement le long de la route, s'asseyant parfois sur le fossé et regardant au loin si on n'apercevait pas encore le cavalier. Dès qu'il apparaissait comme un point noir sur la ligne blanche, les 3 parents agitaient leurs mouchoirs. Et il mettait son cheval au galop pour arriver comme un ouragan, ce qui faisait palpiter de peur Jeanne et Lison et s'exalter le grand-père qui criait « Bravo !» dans un enthousiasme d'impotent. Bien que Paul eût la tête de plus que sa mère, elle le traitait toujours comme un marmot, lui demandant encore « Tu n'as pas froid aux pieds, poulet ?» Et, quand il se promenait devant le perron, après déjeuner, en fumant une cigarette, elle ouvrait la fenêtre pour lui crier « Ne sors pas nu-tête, je t'en supplie, tu vas attraper un rhume de cerveau. » Et elle frémissait d'inquiétude quand il repartait à cheval dans la nuit. « Surtout, ne va pas trop vite, mon petit poulet. Sois prudent, pense à ta pauvre mère qui serait désespérée s'il t'arrivait quelque chose. » Mais voilà qu'un samedi matin, elle reçut une lettre de Paul annonçant qu'il ne viendrait pas le lendemain, parce que des amis avaient organisé une partie de plaisir à laquelle il était invité. Elle fut torturée d'angoisse pendant toute la journée du dimanche, comme sous la menace d'un malheur. Puis, le jeudi, n'y tenant plus, elle partit pour le Havre. Il lui parut changé sans qu'elle se rendît compte en quoi. Il semblait animé, parlait d'une voix plus mâle, et soudain il lui dit, comme une chose toute naturelle, « Sais-tu, maman, puisque tu es venue aujourd'hui, je n'irai pas encore au peuple dimanche prochain, parce que nous recommençons notre fête. » Elle resta toute saisie, suffoquée, comme s'il lui annonçait qu'il partait pour le nouveau monde. Puis, quand elle put enfin parler, « Oh, poulet, qu'as-tu? Dis-moi, que se passe-t-il » Il se mit à rire et l'embrassa. « Mais rien de rien, maman. Je vais m'amuser avec des amis, c'est de mon âge. » Elle ne trouva pas un mot à répondre, et, quand elle fut toute seule dans la voiture, des idées singulières l'assaillirent. Elle ne l'avait plus reconnu, son poulet, son petit poulet de jadis. Pour la première fois, elle s'apercevait qu'il était grand, qu'il n'était plus à elle, qu'il allait vivre de son côté sans s'occuper des vieux. Il semblait qu'en un jour, il s'était transformé. Quoi? C'était son fils, son pauvre petit enfant, qui lui faisait autrefois repiquer des salades, ce fort garçon barbu dont la volonté s'affirmait. Et pendant 3 mois, Paul ne vint voir ses parents que de temps en temps, toujours hanté d'un désir évident de repartir au plus vite, cherchant chaque soir à gagner 1 heure. Jeanne s'effrayait, et le baron sans cesse la consolait, répétant « Laisse-le faire, il a 20 ans, ce garçon. » Mais, un matin, un vieil homme assez mal vêtu demanda en français d'Allemagne « Madame la vicomtesse » et, après beaucoup de saluts cérémonieux, il tira de sa poche un portefeuille sordide en déclarant « C'est un petit papier pour vous. » Et il tendit, en le dépliant, un morceau de papier graisseux. Elle lut, relut, regarda le juif, relut encore et demanda « Qu'est-ce que cela veut dire ?» L'homme, obséquieux, expliqua « Je vais vous dire, votre fils, il avait besoin d'un peu d'argent. Et comme je savais que vous êtes une bonne mère, je lui ai prêté quelques petites choses pour son besoin. » Elle tremblait. « Mais pourquoi ne m'en a-t-il pas demandé à moi ?» Le juif expliqua longuement qu'il s'agissait d'une dette de jeu devant être payée le lendemain avant midi, que Paul n'était pas encore majeur, personne ne lui aurait rien prêté, et que son honneur était compromis, sans le petit service obligeant qu'il avait rendu à ce jeune homme. Jeanne voulait appeler le baron, mais elle ne pouvait se lever tant l'émotion la paralysait. Enfin, elle dit à l'usurier « Voulez-vous avoir la complaisance de sonner ?» Il hésitait, craignant une ruse. Il balbutia « Si je vous gêne, je reviendrai. » Elle remua la tête pour dire non. Il sonna, et ils attendirent, muets, l'un en face de l'autre. Quand le baron fut arrivé, il comprit tout de suite la situation. Le billet était de 1500 francs, il en paya 1000 en disant à l'homme entre les yeux « Surtout, ne revenez pas. » L'autre remercia, salua et disparut. Le grand-père et la mère partirent aussitôt pour le Havre. Mais en arrivant au collège, ils apprirent que depuis 1 mois, Paul n'y était point venu. Le principal avait reçu 4 lettres signées de Jeanne pour annoncer un malaise de son élève et ensuite pour donner des nouvelles. Chaque lettre était accompagnée d'un certificat de médecin, le tout faux, naturellement. Ils furent atterrés, et ils restaient là, se regardant. Le principal, désolé,
les conduisit chez le commissaire de police. Les deux parents couchèrent à l'hôtel. Le lendemain, on retrouva le jeune homme chez une fille entretenue de la ville. Son grand-père et sa mère l'emmenèrent au peuple sans qu'un mot fût échangé entre eux tout le long de la route. Jeanne pleurait, la figure dans son mouchoir. Paul regardait la campagne d'un air indifférent. En 8 jours, on découvrit que pendant les 3 derniers mois, il avait fait 15 000 francs de dettes. Les créanciers ne s'étaient point montrés d'abord, sachant qu'il serait bientôt majeur. Aucune explication n'eut lieu. On voulait le reconquérir par la douceur. On lui faisait manger des mets délicats, on le choyait, on le gâtait. C'était au printemps, on lui loua un bateau à Yport, malgré les terreurs de Jeanne, pour qu'il pût faire à son gré des promenades en mer. On ne lui laissait point de cheval, de crainte qu'il n'allât au Havre. Il demeurait désœuvré, irritable, parfois brutal. Le baron s'inquiétait de ses études incomplètes. Jeanne, affolée à la pensée d'une séparation, se demandait cependant ce qu'on allait faire de lui. Un soir, il ne rentra pas. On apprit qu'il était sorti en barque avec 2 matelots. Sa mère, éperdue, descendit nu-tête jusqu'à Yport dans la nuit. Quelques hommes attendaient sur la plage la rentrée de l'embarcation. Un petit feu apparut au large, il approchait en se balançant. Paul ne se trouvait plus à bord, il s'était fait conduire au Havre. La police eut beau le rechercher, elle ne le retrouva pas. La fille qu'il avait cachée une première fois avait aussi disparu, sans laisser de traces, son mobilier vendu et son terme payé. Dans la chambre de Paul au peuple, on découvrit 2 lettres de cette créature qui paraissait folle d'amour pour lui. Elle parlait d'un voyage en Angleterre, ayant trouvé les fonds nécessaires, disait-elle. Et les 3 habitants du château vécurent silencieux et sombres dans l'enfer morne des tortures morales. Les cheveux de Jeanne, gris déjà, étaient devenus blancs. Elle se demandait naïvement pourquoi la destinée la frappait ainsi. Elle reçut une lettre de l'abbé Tolbiac. « Madame, la main de Dieu s'est appesantie sur vous. Vous lui avez refusé votre enfant, il vous l'a pris à son tour pour le jeter à une prostituée. N'ouvrirez-vous pas les yeux à cet enseignement du ciel? La miséricorde du Seigneur est infinie. Peut-être vous pardonnera-t-il si vous revenez vous agenouiller devant lui. Je suis son humble serviteur. Je vous ouvrirai la porte de sa demeure quand vous y viendrez frapper. » Elle demeura longtemps avec cette lettre sur les genoux. C'était vrai, peut-être, ce que disait ce prêtre. Et toutes les incertitudes religieuses se mirent à déchirer sa conscience. Dieu pouvait-il être vindicatif et jaloux comme les hommes? Mais s'il ne se montrait pas jaloux, personne ne le craindrait, personne ne l'adorerait plus. Pour se faire mieux connaître à nous, sans doute, il se manifestait aux humains avec leurs propres sentiments. Et le doute lâche qui pousse aux églises les hésitants, les troublés, entrant en elle, elle courut furtivement, un soir, à la nuit tombante, jusqu'au presbytère et, s'agenouillant aux pieds du maigre abbé, sollicita l'absolution. Il lui promit un demi-pardon, Dieu ne pouvant déverser toutes ses grâces sur un toit qui recouvrait un homme comme le baron. « Vous sentirez bientôt, affirma-t-il, les effets de la divine mansuétude. » Elle reçut en effet, 2 jours plus tard, une lettre de son fils, et elle la considéra, dans l'affolement de sa peine, comme si le début des soulagements promis par l'abbé. « Ma chère maman, n'aie pas d'inquiétude. Je suis à Londres, en bonne santé, mais j'ai grand besoin d'argent. Nous n'avons plus un sou, et nous ne mangerons pas tous les jours. Celle qui m'accompagne et que j'aime de toute mon âme a dépensé tout ce qu'elle avait pour ne pas me quitter. 5 000 francs, et tu comprends que je suis engagée d'honneur à lui rendre cette somme d'abord. Tu serais donc bien aimable de m'avancer une 15aine de 1000 francs sur l'héritage de papa, puisque je vais être bientôt majeure. Tu me tireras d'un grand embarras. Adieu, ma chère maman, je t'embrasse de tout mon cœur, ainsi que grand-père et tante Lison. J'espère te revoir bientôt, ton fils. » Il lui avait écrit. Donc il ne l'oubliait pas. Elle ne songea point qu'il demandait de l'argent. On lui en enverrait, puisqu'il n'en avait plus. Qu'importait l'argent, il lui avait écrit. Et elle courut, en pleurant, porter cette lettre au baron. Tante Lison fut appelée, et on relut mot à mot ce papier qui parlait de lui. On en discuta chaque terme. Jeanne, sautant de la complète désespérance à une sorte d'enivrement d'espoir, défendait Paul. « Il reviendra, il va revenir puisqu'il écrit. » Le baron, plus calme, prononça. « C'est égal, il nous a quittés pour cette créature. Il l'aime, donc mieux que nous, puisqu'il n'a pas hésité. » Une douleur subite et épouvantable traversa le cœur de Jeanne. Et tout de suite une haine s'alluma en elle
contre cette maîtresse qui lui volait son fils. Une haine inapaisable, sauvage, une haine de mère jalouse. Jusqu'alors, toute sa pensée avait été pour Paul. À peine songeait-elle qu'une drôlesse était la cause de ses égarements. Mais soudain, cette réflexion du baron avait évoqué cette rivale, lui avait révélé sa puissance fatale. Et elle sentit qu'entre cette femme et elle, une lutte commençait acharnée, et elle sentait aussi qu'elle aimerait mieux perdre son fils que de le partager avec l'autre. Et toute sa joie s'écroula. Ils envoyèrent les 15 000 francs et ne reçurent plus de nouvelles pendant 5 mois. Puis un homme d'affaires se présenta pour régler les détails de la succession de Julien. Jeanne et le baron rendirent les comptes sans discuter, abandonnant même l'usufruit qui revenait à la mère. Et rentré à Paris, Paul toucha 120 000 francs. Il écrivit alors 4 lettres en 6 mois, donnant de ses nouvelles en style concis et terminant par de froides protestations de tendresse. « Je travaille, affirmait-il. J'ai trouvé une position à la bourse. J'espère aller vous embrasser quelques jours au peuple, mes chers parents. » Il ne disait pas un mot de sa maîtresse, et ce silence signifiait plus que s'il eût parlé d'elle durant 4 pages. Jeanne, dans ses lettres glacées, sentait cette femme embusquée, implacable, l'ennemie éternel des mères, la fille. Les 3 solitaires discutaient sur ce qu'on pouvait faire pour sauver Paul. Et ils ne trouvaient rien. Un voyage à Paris, à quoi bon? Le baron disait « Il faut laisser s'user sa passion. Il nous reviendra tout seul. » Et leur vie était lamentable. Jeanne et Lison allaient ensemble à l'église, en se cachant du baron. Un temps assez long s'écoula sans nouvelles, puis, à matin, une lettre désespérée les terrifia. « Ma pauvre maman, je suis perdue. Je n'ai plus qu'à me brûler la cervelle si tu ne viens pas à mon secours. Une spéculation qui présentait pour moi toutes les chances de succès vient d'échouer, et je dois 85 000 francs. C'est le déshonneur si je ne paye pas, la ruine, l'impossibilité de rien faire désormais. Je suis perdue. Je te le répète, je me brûlerai la cervelle plutôt que de survivre à cette honte. Je l'aurais peut-être fait déjà sans les encouragements d'une femme dont je ne parle jamais et qui est ma providence. Je t'embrasse du fond du cœur, ma chère maman. C'est peut-être pour toujours. Adieu. » Des liasses de papier d'affaires joints à cette lettre donnaient des explications détaillées sur le désastre. Le baron répondit poste pour poste qu'on allait aviser. Puis il partit pour le Havre afin de se renseigner. Et il hypothéqua des terres pour se procurer l'argent qui fut envoyé à Paul. Le jeune homme répondit 3 lettres de remerciements enthousiastes et de tendresse passionnée, annonçant sa venue immédiate pour embrasser ses chers parents. Il ne vint pas. Une année entière s'écoula. Jeanne et le baron allaient partir pour Paris afin de le trouver et de tenter un dernier effort quand on apprit par un mot qu'il était à Londres de nouveau, montant une entreprise de paquebot à vapeur sous la raison sociale, Paul Delamarre et compagnie. Il écrivait « C'est la fortune assurée pour moi, peut-être la richesse, et je ne risque rien. Vous voyez d'ici tous les avantages. Quand je vous reverrai, j'aurai une belle position dans le monde. Il n'y a que les affaires pour se tirer d'embarras aujourd'hui. » 3 mois plus tard, la compagnie de paquebots était mise en faillite et le directeur poursuivi pour irrégularité dans les écritures commerciales. Jeanne eut une crise de nerfs qui dura plusieurs heures, puis elle prit le lit. Le baron repartit au Havre, s'informa, vit des avocats, des hommes d'affaires, des avoués, des huissiers, constata que le déficit de la société Delamarre était de 235 000 francs, et il hypothéqua de nouveau ses biens. Le château des Peuples et les 2 fermes furent grévés pour une grosse somme. Un soir, comme il réglait les dernières formalités dans le cabinet d'un homme d'affaires, il roula sur le parquet, frappé d'une attaque d'apoplexie. Jeanne fut prévenue par un cavalier. Quand elle arriva, il était mort. Elle le ramena au peuple, tellement anéanti que sa douleur était plutôt de l'engourdissement que du désespoir. L'abbé Tolbiac refusa au corps l'entrée de l'église, malgré les supplications éperdues des 2 femmes. Le baron fut enterré à la nuit tombante, sans cérémonie aucune. Paul connut l'événement par un des agents liquidateurs de sa faillite. Il était encore caché en Angleterre. Il écrivit pour s'excuser de n'être point venu, ayant appris trop tard le malheur. « D'ailleurs, maintenant que tu m'as tiré d'affaire, ma chère maman, je rentre en France et je t'embrasserai bientôt. » Jeanne vivait dans un tel affaissement d'esprit qu'elle semblait ne plus rien comprendre. Et vers la fin de l'hiver, tante Lison, âgée alors de 68 ans, eut une bronchite qui dégénéra en fluxion de poitrine. Et elle expira doucement en balbutiant « Ma pauvre petite Jeanne,
Je vais demander au bon Dieu qu'il ait pitié de toi. » Jeanne la suivit au cimetière, vit tomber la terre sur le cercueil, et, comme elle s'affaissait avec l'envie au cœur de mourir aussi, de ne plus souffrir, de ne plus penser, une forte paysanne la saisit dans ses bras et l'emporta comme elle eût fait d'un petit enfant. En rentrant au château, Jeanne, qui venait de passer 5 nuits au chevet de la vieille fille, se laissa mettre au lit sans résistance par cette campagnarde inconnue qui la maniait avec douceur et autorité. Et elle tomba dans un sommeil d'épuisement, accablée de fatigue et de souffrance. Elle s'éveilla vers le milieu de la nuit. Une veilleuse brûlait sur la cheminée. Une femme dormait dans un fauteuil. Qui était cette femme? Elle ne la reconnaissait pas, et elle cherchait, s'étant penchée au bord de sa couche, pour bien distinguer ses traits sous la lueur tremblotante de la mèche flottant sur l'huile dans un verre de cuisine. Il lui semblait pourtant qu'elle avait vu cette figure. Mais quand? Mais où? La femme dormait paisiblement, la tête inclinée sur l'épaule, le bonnet tombé par terre. Elle pouvait avoir 40 ou 55 ans. Elle était forte, colorée, carrée, puissante. Ses larges mains pendaient des 2 côtés du siège. Ses cheveux grisonnaient. Jeanne la regardait obstinément dans ce trouble d'esprit du réveil après le sommeil fiévreux qui suit les grands malheurs. Certes, elle avait vu ce visage. Était-ce autrefois? Était-ce récemment? Elle n'en savait rien, et cette obsession l'agitait, l'énervait. Elle se leva doucement pour regarder de plus près la dormeuse, et elle s'approcha sur la pointe des pieds. C'était la femme qui l'avait relevée au cimetière, puis couchée. Elle se rappelait cela confusément. Mais l'avait-elle rencontrée ailleurs, à une autre époque de sa vie? Ou bien la croyait-elle reconnaître seulement dans le souvenir obscur de la dernière journée? Et puis comment était-elle là, dans sa chambre? Pourquoi? La femme souleva sa paupière, aperçut Jeanne et se dressa brusquement. Elle se trouvait face à face, si près que leurs poitrines se frôlaient. L'inconnu grommela. « Comment? Vous voilà debout? Vous allez attraper du mal à cette heure. Voulez-vous bien vous recoucher ?» Jeanne demanda. « Qui êtes-vous » Mais la femme, ouvrant les bras, la saisit, l'enleva de nouveau et la reporta sur son lit avec la force d'un homme. Et comme elle la reposait doucement sur ses draps, penchée, presque couchée sur Jeanne, elle se mit à pleurer en l'embrassant éperdument, sur les joues, dans les cheveux, sur les yeux, lui trempant la figure de ses larmes et balbutiant. « Ma pauvre maîtresse, mademoiselle Jeanne, ma pauvre maîtresse, vous ne me reconnaissez donc point ?» Et Jeanne s'écria « Rosalie, ma fille !» Et lui jetant les 2 bras au cou, elle l'étreignit en la baisant. Et elles sanglotaient toutes les 2, enlacées étroitement, mêlant leurs pleurs, ne pouvant plus desserrer leurs bras. Rosalie se calma la première. « Allons, faut être sage, dit-elle, et ne pas attraper froid. » Et elle ramassa les couvertures, reborda le lit, replaça l'oreiller sous la tête de son ancienne maîtresse, qui continuait à suffoquer, toute vibrante, de vieux souvenirs surgis en son âme. Elle finit par demander « Comment es-tu revenue, ma pauvre fille ?» Rosalie répondit « Pardi, est-ce que j'allais vous laisser comme ça, toute seule, maintenant ?» Jeanne reprit « Allume donc une bougie que je te vois. » Et, quand la lumière fut apportée sur la table de nuit, elles se considèrent longtemps sans dire un mot. Puis Jeanne, tendant la main à sa vieille bonne, murmura « Je ne t'aurais jamais reconnue, ma fille. Tu es bien changée, sais-tu, mais pas tant que moi encore. » Et Rosalie, contemplant cette femme à cheveux blancs, maigre et fanée, qu'elle avait quittée jeune, belle et fraîche, répondit « Ça, c'est vrai que vous êtes changée, madame Jeanne, et plus que de raison. Mais songez aussi que voilà 24 ans que nous ne nous sommes pas vus. » Elles se turent, réfléchissant de nouveau. Jeanne, enfin, balbutia. « As-tu été heureuse, au moins ?» Et Rosalie, hésitant dans la crainte de réveiller quelques souvenirs trop douloureux, bégayait. « Mais oui, oui, madame. J'ai pas trop à me plaindre. J'ai été plus heureuse que vous, pour sûr. Il n'y a qu'une chose qui m'a toujours gâté le cœur, c'est de n'être pas restée ici. » Puis elle se tut brusquement, saisie d'avoir touché à cela sans y songer. Mais Jeanne reprit avec douceur. « Que veux-tu, ma fille? On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Tu es veuve aussi, n'est-ce pas ?» Puis une angoisse fit trembler sa voix, et elle continua. « As-tu d'autres enfants ?»« Non, madame. »« Et lui, ton fils, qu'est-ce qu'il est devenu? En es-tu satisfaite ?»« Oui, madame. C'est un bon gars qui travaille d'attaque. Il s'est marié voilà 6 mois, et il prend ma ferme, donc, puisque me voilà revenue avec vous. » Jeanne, tremblant d'émotion, murmura. « Alors tu ne me quitteras plus, ma fille ?» Et Rosalie d'un ton brusque. « Pour sûr, madame, que j'ai pris mes dispositions pour ça. »
Puis elles ne parlèrent pas de quelque temps. Jeanne, malgré elle, se remettait à comparer leurs existences, mais sans amertume au cœur, résignée maintenant aux cruautés injustes du sort. Elle dit « Ton mari, comment a-t-il été pour toi ?»« Oh, c'était un brave homme, madame, et pas feignant, qui a su amasser du bien. Il est mort du mal de poitrine. » Alors Jeanne, s'asseyant sur son lit, envahie d'un besoin de savoir, « Voyons, raconte-moi tout, ma fille, toute ta vie, cela me fera du bien aujourd'hui. » Et Rosalie, approchant une chaise, s'assit et se mit à parler d'elle, de sa maison, de son monde, entrant dans les menus détails chers aux gens de campagne, décrivant sa cour, riant parfois de choses anciennes déjà qui lui rappelaient de bons moments passés, haussant le ton peu à peu en fermière habituée à commander. Elle finit par déclarer « Oh, j'ai du bien au soleil aujourd'hui, je ne crains rien. » Puis elle se troubla encore et reprit plus bas. « C'est à vous que je dois ça tout de même, mais vous savez que je n'en veux pas de gages. Ah, mais non, et puis, si vous ne voulez point, je m'en vas. » Jeanne reprit. « Tu ne prétends pourtant pas me servir pour rien. »« Ah, mais que oui, madame, de l'argent. Vous me donneriez de l'argent, mais j'en ai quasiment autant que vous. Savez-vous seulement ce qui vous reste avec tous vos grébouillis d'hypothèques et d'empruntages et d'intérêts qui ne sont pas payés à qui s'augmentent à chaque terme? Savez-vous? Non, n'est-ce pas? Eh bien, je vous promets que vous n'avez seulement plus 10 000 livres de revenus. Pas 10 000, entendez-vous? Mais je vais vous régler tout ça, et vite encore. » Elle s'était remise à parler haut, s'emportant, s'indignant de ses intérêts négligés, de cette ruine menaçante. Et comme un vague sourire, attendri, passait sur la figure de sa maîtresse, elle s'écria révoltée. « Il ne faut pas rire de ça, madame, parce que sans argent, il n'y a plus que des manants. » Jeanne lui reprit les mains et les garda dans les siennes. Puis elle prononça lentement, toujours poursuivie par la pensée qui l'obsédait. « Oh, moi, je n'ai pas eu de chance. Tout a mal tourné pour moi. La fatalité s'est acharnée sur ma vie. » Mais Rosalie hocha la tête. « Faut pas dire ça, madame, faut pas dire ça. Vous avez été mal mariée, voilà tout. On ne se marie pas comme ça aussi, sans seulement connaître son prétendu. » Et elles continuèrent à parler d'elle, ainsi qu'auraient fait deux vieilles amies. Le soleil se leva, comme elles causaient encore.